Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour professeur Philippe Berthelot, vous êtes médecin hygiéniste. Avec vous, on va parler de maladies transmissibles. Bonjour. Alors déjà, première question, elle est toute simple. Quelle est la définition d'une maladie infectieuse transmissible ? Les maladies infectieuses sont définies à la fois par le fait qu'elles sont causées par un agent infectieux, qui peut être une bactérie, un virus, un parasite, un champignon, voire un agent transmissible non conventionnel appelé aussi prion, et leur capacité à se transmettre à plusieurs individus ou entre individus. Alors il faut noter que toutes les maladies infectieuses ne sont pas transmissibles entre humains. Et qu'est-ce qu'une épidémie et une pandémie ? Quelle est la différence finalement ? Alors la définition, elle est épidémiologique. Une épidémie est une augmentation rapide de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'une maladie transmissible donc, dans une zone géographique donnée sur une période donnée. Si on le dit autrement, il s'agit d'un nombre de cas observés plus important que le nombre de cas attendus de façon statistiquement significative. Et si cette épidémie est à l'échelle mondiale, on parle de pandémie. Et comment surveille-t-on une maladie infectieuse transmissible et quels sont les organismes en France en charge de cette surveillance ? Qu'est-ce qu'un réseau Sentinelle par exemple ? Alors la surveillance de ces maladies, elle est sous la responsabilité de Santé publique France, qui est un établissement public qui a des missions de veille sanitaire avec une surveillance, une observation de l'état de santé de la population française, une vigilance, une alerte et la contribution à la gestion des situations de crise sanitaire. Ainsi, cette institution peut être impliquée dans la surveillance de la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques, dans l'incidence de maladies à déclaration obligatoire, comme les méningites à méningocoque ou la tuberculose, ou alors d'alerte, comme dans le cas d'un agent infectieux émergent, exemple le chikungunya. Il faut savoir que Santé publique France s'appuie sur un réseau régional avec des cellules interrégionales d'épidémiologie qu'on appelle les CIR, et elle peut également s'appuyer sur un réseau Sentinelle, qui est un réseau de recherche et de veille en soins de premier recours, comme pour la médecine générale et la pédiatrie. Et qu'est-ce qu'un centre national de référence des maladies infectieuses ? Alors, ces informations pour la surveillance, elles sont collectées effectivement par ces centres nationaux de référence, qui sont des laboratoires de microbiologie, localisés au sein d'établissements publics ou privés d'enseignement et de recherche. Et donc, leur mission, c'est vraiment de l'expertise, avec des missions d'identification et de confirmation des agents pathogènes, de conseils scientifiques, de surveillance épidémiologique et d'alerte s'il y avait une menace pour la santé publique. Il existe enfin de nombreux réseaux de surveillance des maladies infectieuses transmissibles au niveau européen et mondial. Il n'y a pas que la France qui surveille les maladies transmissibles. Quels sont les principaux indicateurs épidémiologiques utilisés pour cette surveillance ? Alors ils sont nombreux et je vais vous en parler de trois en particulier. La prévalence. Alors la prévalence, c'est le nombre de personnes atteintes d'une infection dans une population à un moment donné, rapporté à l'ensemble de cette population. Ensuite, il y a l'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas d'infection dans une population pendant une période donnée, rapporté à l'ensemble de la population suivie pendant la période. Enfin, le taux d'attaque est calculé en rapportant le nombre de nouveaux cas d'infection à partir d'une période déterminée au nombre total des contacts non infectés durant la période. Il permet notamment d'estimer la transmissibilité du phénomène infectieux. Alors, je vais reprendre des exemples. Pour la prévalence, on peut citer l'enquête Un jour donné, qui comptabilise dans un établissement de santé, par exemple, les infections nosocomiales, c'est-à-dire le nombre de patients porteurs à un instant T d'une infection nosocomiale sur l'ensemble des patients présents. Pour l'incidence, on peut citer une surveillance sur une période de 6 mois, par exemple, de la grippe, c'est-à-dire tous les nouveaux cas pendant la période donnée. Et pour donner l'exemple d'un taux d'attaque, on peut prendre l'exemple d'une toxi-infection alimentaire collective, avec un repas qui inclut 40 personnes et 10 personnes malades. Le taux d'attaque, il est de 10 sur 40, soit 25%. Et pour diagnostiquer une maladie infectieuse, on utilise des tests diagnostiques. Existe-t-il également des indicateurs spécifiques ? Oui, pour voir la performance d'un test, on parle de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives d'un test. Alors la sensibilité, c'est la proportion de sujets classés malades par le test parmi l'ensemble des sujets réellement atteints de la maladie. La spécificité, c'est la proportion de sujets classés non malades parmi l'ensemble des sujets non atteints par la maladie. Enfin, la valeur prédictive positive, c'est la proportion de sujets malades parmi les sujets classés malades par le test. Elle dépend de la prévalence de la maladie dans la population étudiée. Et comment se transmettent ces maladies infectieuses ? Pour bien comprendre le cycle d'une maladie infectieuse, il inclut un réservoir d'agents infectieux, un mode de transmission, un autre récepteur avec une porte d'entrée, et enfin, en fonction du caractère humain ou non de l'hôte, le développement d'une infection. On distingue ainsi les transmissions directes avec un agent infectieux qui passe
du réservoir à l'hôte, sans intermédiaire, d'une transmission indirecte avec un vecteur inerte ou vivant entre le réservoir et l'hôte. Par exemple, une infection sexuellement transmissible est de transmission directe d'un partenaire à l'autre. En revanche, le paludisme, qui est une infection sanguine transportée d'un patient à l'autre, est de transmission indirecte par un moustique. Dans les différents modes de transmission directe, on différencie la transmission aéroportée par des particules de petite taille qui restent en suspension dans l'air pendant plusieurs minutes, voire heures, et qui sont transmises à une distance supérieure à 1 à 2 mètres. On peut citer par exemple de transmission aérienne, la tuberculose, la rougeole et la varicelle notamment. Ensuite, il y a la transmission gouttelette, par des gouttelettes émises lors de la toux, l'éternuement, voire les postillons. Ces particules sont de plus gros diamètre, elles sont expulsées sur une courte distance, on dit en général 1 à 2 mètres, et on peut citer comme exemple de transmission par gouttelette le méningocoque ou la coqueluche. Pour finir, la transmission par contact, elle inclut, comme on l'a vu, la transmission sexuelle, mais également sanguine, soit par transfusion ou exposition à du sang ou des liquides biologiques, et enfin la transmission verticale de la mère à l'enfant. Pour les transmissions indirectes, elles sont soit liées à des transmissions par des réservoirs environnementaux contaminés, comme de l'eau ou des sols, exemple de la typhoïde, de la légionellose, ou via des vecteurs, comme dans le cas des moustiques, des tiques ou des mouches. Quelle est la différence entre infection endogène et infection exogène ? Alors une infection endogène est une infection à partir des micro-organismes hébergés dans notre corps. Cela peut être lié soit à une effraction de nos barrières naturelles de protection, comme par exemple une chirurgie, ou alors une prolifération excessive d'un micro-organisme, comme dans les suites d'un traitement antibiotique, avec survenue par exemple de diarrhée à Clostridium difficile, ou dans le cadre d'un déficit immunitaire, parce qu'en effet nous sommes tous porteurs de micro-organismes. La plupart des infections transmissibles sont d'origine exogène, avec un réservoir qui peut être humain, animal ou environnemental. Et quelles sont les maladies infectieuses transmissibles les plus préoccupantes et qu'est-ce qu'une maladie infectieuse à déclaration obligatoire ? Alors on peut d'abord évoquer le cas des maladies à déclaration obligatoire, qui sont des maladies infectieuses transmissibles pour la plupart. Elles doivent faire l'objet d'un signalement nominatif sans délai à l'Agence régionale de santé, de façon à mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées du cas, comme dans le cas des infections invasives à méningocoque. La liste de ces maladies à déclaration obligatoire est actualisée et les formulaires de déclaration sont à télécharger sur le site internet de Santé publique France. Certaines maladies transmissibles peuvent faire l'objet d'éviction des collectivités, notamment en crèche ou en école, et la liste de ces maladies qui doivent justifier d'une éviction est disponible sur le site internet du Haut Conseil de santé publique. Enfin, il est nécessaire d'avoir une vigilance devant toute infection émergente. Ainsi, la veille épidémiologique internationale à la recherche de cas groupés émergents et la surveillance syndromique, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, sont indispensables. Quelles sont les principales mesures de prévention de la transmission interhumaine ? Alors, elles découlent des modes de transmission et donc les principales mesures de prévention sont le respect des mesures d'hygiène dites barrières, avec notamment l'hygiène des mains, parce que beaucoup de micro-organismes se transmettent par les mains, et puis le masque en cas de suspicion de pathologie respiratoire. Pour les établissements de santé, ce sont les précautions standards d'hygiène qui sont appliquées lors de tout soin et les précautions complémentaires d'hygiène dans le cadre de maladies infectieuses transmissibles, voire de bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Il faut savoir que le Haut Conseil de santé publique vient de publier des mesures universelles d'hygiène pour le grand public, pour la prévention des principales maladies infectieuses en population générale. Ces recommandations sont disponibles sur leur site internet. Là aussi, l'éviction ou l'hospitalisation en précautions complémentaires d'hygiène des malades permet de limiter le risque de transmission dans la collectivité. Pour terminer, quels sont les points importants pour la surveillance des maladies infectieuses transmissibles ? Alors, c'est important de suivre leur évolution, notamment pour celles qui ont un risque élevé de dissémination, qui implique une action de santé publique, notamment autour du cas, afin d'avoir des actions de prévention de la dissémination de cet agent infectieux. C'est surtout le cas pour les infections invasives à méningocoque, la rougeole, la tuberculose, les toxi-infections alimentaires, mais comme toute suspicion de maladies infectieuses émergentes. Merci beaucoup, professeur Philippe Berthelot. Merci à vous. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.